Magali Ouzio, bonjour. Bonjour Monsieur Kubaki. Alors vous vous présentez en tant que remplaçante de Madame Dexemer sur la liste menée par le Front de Gauche et par certaines personnalités écologistes issues de Europe Écologie Les Verts. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs votre parcours associatif et votre parcours politique? Alors j'ai 43 ans, je vis à Aulnay depuis 10 ans à peu près. J'ai été, alors toute ma vie a été baignée dans le milieu associatif essentiellement. J'ai beaucoup milité à la CIMAD quand j'étais étudiante et jeune travailleuse. Après j'ai fait partie, j'ai 2 enfants, j'ai suivi l'ensemble de leur scolarité dans les collectifs de parents d'élèves, que ce soit en primaire, collège et maintenant lycée. Pendant la campagne et même avant, j'ai suivi le collectif Rome. En fait. J'ai monté un groupe de scouts sur Aulnay, en fait, un groupe de scouts protestants. Je fais partie des cadres qui aidaient en fait la structure à se monter. Et je fais partie de nombreux AMAP. Voilà, donc c'est à peu près l'ensemble des choses que j'ai faites ici sur Aulnay. Voilà. Et par ailleurs, je suis également dans VME, Vivre mieux ensemble. J'ai participé à la campagne tout en n'étant pas sur la liste, mais j'ai participé activement et maintenant je fais partie de l'association, des réunions régulières et également du collectif d'animation. Alors, vous parliez de VME. Chez Aulnay Cap, on suit cette activité de très près et on a constaté certaines tensions entre VME et d'autres associations, notamment CAPAD. VME s'attaque surtout sur les problèmes liés au commerce, à l'urbanisme, a également traité le dossier de Europacity et les terres agricoles du triangle de Gonesse. Comment vous expliquez ces tensions? Est-ce qu'elles sont des tensions de type personnel ou est-ce que ce sont des tensions par rapport à la volonté de tirer le leadership sur des dossiers tels qu'Europacity ou les problèmes du commerce de proximité? Oui, enfin, je crois qu'il y a effectivement un peu des tensions personnelles avec M. Boulanger qui regrette un peu, ça vient de la campagne municipale, mais c'est regrettable. En fait, normalement, on a à peu près les mêmes objectifs, on devrait marcher ensemble, nous, on était très présents au moment du collectif, par le collectif pour le triangle de Gonesse et puis Europacity, on s'est investi dedans. D'ailleurs, on suit toujours, on est en relation avec eux, on a des très très bonnes relations avec les autres personnes. Il n'y a pas de problème. Après, ça crée des petites tensions personnelles avec M. Boulanger, mais nous, on ne souhaite que les dépasser en fait. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes donc dans l'association VME, vous êtes écologiste dans l'âme. Écologiste sociale. Écologiste sociale. Alors, comment vous expliquez que de 2008 à 2014, le Parti communiste et donc le Front de Gauche, par votre conséquence, étaient des alliés fidèles au Parti socialiste, puisque sans le Parti communiste, la majorité de Gérard Segura n'aurait jamais pu tenir jusqu'au bout, et qu'aujourd'hui, au départemental, on retrouve les écologistes, beaucoup d'écologistes qui étaient contre Gérard Segura, donc contre le PCF de Miguel Hernandez, et aujourd'hui se retrouvent associés au Front de Gauche au départemental. Comment vous expliquez ceci? Comment? Comme je vous l'ai dit au départ, moi je ne suis pas encartée, donc je pense que ces questions-là, il vaut mieux les poser aux personnes qui sont directement concernées. Donc voilà, pour le PC, vous leur demandez à eux. Je pense qu'effectivement, il y a une différence de trajectoire. C'est-à-dire qu'au début, ils ont cru que le PS allait en fait se bouger pour les plus pauvres, aller contre les politiques d'austérité, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Donc on souhaite vraiment monter une gauche qui est une vraie gauche, qui est proche du peuple, qui se bat contre les politiques d'austérité, qui promeut réellement une écologie, parce qu'avec les COP21, ce genre de choses, on voit très bien maintenant qu'on ne peut pas faire autrement, et le PS ne se saisit pas réellement de ces problèmes-là. Donc, nous souhaitons monter une liste qui promeuve ces idées-là. D'ailleurs, on a proposé au PS de se rejoindre à nous, mais sur notre programme à nous. Alors, vous êtes donc pour l'écologie sociale.
Donc vous pensez que le Front de gauche est beaucoup plus compatible avec l'écologie sociale que ne l'est le Parti socialiste? Ah, tout à fait. D'accord. Au niveau... Tout à fait. Dès quand on voit que le Parti socialiste qui est encore au gouvernement donne des subventions à Total pour continuer à faire des recherches sur les hydrocarbures, donne des milliards. Il faut savoir que ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés pour les recherches d'hydrocarbures, alors qu'on sait très bien que ça fait monter le CO2 et qu'il faudrait investir dans les énergies renouvelables. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec Areva et le nucléaire en Finlande, c'est de l'argent qui est investi n'importe comment. On ne peut pas dire qu'il y ait une vraie politique écologique. En général, il n'y a pas de vraies subventions. On ne promeut pas réellement les entreprises qui vont faire de la recherche dans l'écologie. On est très en retard dans les éoliennes par rapport aux autres pays d'Europe. Il y a un vrai retard. Et le Parti socialiste n'a pas cherché à le combler. Alors, aujourd'hui, le département de la Seine-Saint-Denis est un département endetté. Issus des investissements qui ont été effectués jusqu'alors, également par rapport aux frais de fonctionnement. Comment vous voyez la chose au niveau du département pour les prochaines années? Est-ce que vous pensez que pour réduire cette dette, pour remettre le département sur de meilleurs rails, il faut, comme certains le préconisent, réduire les frais de fonctionnement, ou au contraire, essayer de combattre au niveau juridique l'État ou d'autres collectivités qui, selon certains, n'auraient pas donné les dotations nécessaires pour permettre au département de fonctionner? Clairement, combattre cette politique d'austérité qui s'applique également à la Seine-Saint-Denis. En fait, l'argent existe, on nous rabâche les oreilles depuis 10 ans comme que nous sommes en crise. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous voyez que les plus riches s'enrichissent et que les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est bien qu'il y a un problème. C'est que l'argent est là, simplement il ne va pas au bon endroit. Je vous ai cité ce qui s'est passé, les subventions pour Total. Typiquement, tout est comme ça. L'argent va aux banques, on a sauvé les banques avec des taux d'intérêt extrêmement minimes en leur mettant aucune condition, il n'y avait aucun cahier des charges. Enfin, l'argent existe. L'État doit 2 milliards d'euros à la Seine-Saint-Denis. Elle baisse parallèlement les dotations. C'est pas normal. L'argent existe, il suffit de le prendre là où il est et de le donner à d'autres moments. Il faut déshabiller Paul pour habiller Pierre, en fait. Alors, revenons sur un projet, un des grands projets de la majorité sortante du département, à savoir 21 collèges pour le 21e siècle, avec la construction de collèges en s'appuyant sur des partenariats publics-privés. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Est-ce que vous êtes pour le partenariat public-privé pour la construction de collèges, ou au contraire vous pensez que c'est une mauvaise direction? Non, c'est vraiment une mauvaise direction. On privatise de plus en plus les collèges. Du coup, on va privatiser aussi l'enseignement parce qu'il y a des contraintes. On s'appauvrit également avec ce genre de pratiques. Parce qu'en fait, il faut les rembourser après les collèges. Donc, c'est vraiment pas une bonne politique. C'est inévitablement, les répercussions vont être pour l'État, vont être pour l'enseignement. C'est un service public. Le service public doit être financé par les deniers publics. C'est la base. C'est la base. Il faut rester indépendant. Alors, dans le domaine de l'éducation, toujours au niveau des collèges, qu'est-ce que vous préconiseriez pour améliorer notamment la qualité de certains collèges, qualité au niveau de l'éducation, mais également pour assurer aux professeurs une certaine sécurité? On lisait tout à l'heure un article concernant les professeurs qui sont parfois réticents pour venir en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous feriez, vous, élus, pour essayer de corriger cette situation? Je crois qu'avant tout, la situation touche particulièrement à Seine-Saint-Denis, mais elle touche toute la France. En fait, actuellement, au niveau de l'éducation nationale, là au centre des collèges, on a réduit toutes les heures supplémentaires qui permettaient de créer des projets supplémentaires. Donc, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, mais en Seine-Saint-Denis particulièrement parce qu'il y a des populations pauvres, il faut maintenir ces projets. Il faut maintenir les subventions pour l'ensemble des collèges. Après, il y a tout le problème des REP, où il faut également maintenir des REP dans les situations difficiles. Voilà. Donc pour les enseignants, honnêtement, je pense que si jamais les enseignants avaient des classes
moins chargé, avec de vrais projets, avec des vrais outils pédagogiques où tout ne serait pas en retard, je pense qu'on pourrait vraiment lutter contre cette désertification et la situation ne serait pas la même en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de candidatons d'une part et d'autre part de manque de moyens. Alors, en parlant de moyens et de subventions et d'aides sociales, concernant la carte imaginaire, ou alors concernant certaines subventions données aux jeunes, aux étudiants, voire aux personnes en grande difficulté financière, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut rétablir ce qui a été supprimé ces derniers temps? Bien sûr qu'il faut le rétablir. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on l'a supprimé. C'est typiquement ce genre de choses qu'a fait le Parti Socialiste, qui avait le département et qui est complètement apparu. Il ne faut pas supprimer les budgets qui aident les jeunes, qui aident les plus pauvres. Alors on parle des jeunes, on parle des plus pauvres. Alors parlons maintenant d'une polémique qui émane de l'extrême droite concernant les aides au transport accordées aux personnes en situation irrégulière, avec une réduction conséquente des tickets de transport. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Est-ce que vous pensez que ces gens ont raison, qu'il y a une inégalité, ou au contraire, il faut aider ces personnes qui se trouvent dans une situation irrégulière? Alors, j'ai pas entendu parler de cette polémique. Ce que je pense, je ne crois pas que les personnes en situation irrégulière touchent des aides. Par définition, elles sont en situation irrégulière, elles sont clandestines, donc elles ne peuvent pas bénéficier des aides. Je crois qu'il y a des... Alors après, il y a les réfugiés. Les réfugiés qui n'ont pas le droit de travailler, qui sont en France et qui attendent pour l'instant une validation pour pouvoir y rester. Donc ces personnes-là, effectivement, reçoivent une aide en attendant la validation ou bien leur expulsion. Mais il faut rappeler que ces personnes n'ont pas le droit de travailler, qu'on les a mis dans une situation complètement incongrue. Et ces personnes ne sont pas en situation irrégulière. Elles sont en attente parce que généralement elles sont persécutées dans leur pays. Alors concernant les Roms par exemple, les Roms viennent d'Europe, ils viennent de Bulgarie et de Roumanie, donc ont le droit de circuler dans le territoire. Même titre que les Allemands. Alors par contre, certaines associations, voire certaines collectivités, aident les Roms, fournissent des aides et s'assurent à ce que quelques enfants roms puissent être scolarisés. Certaines personnes ne comprennent pas cela, et d'autres par contre défendent ces populations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aujourd'hui, il y a donc des populations très pauvres qui viennent de Bulgarie et Roumanie, qui sont souvent marginalisées dans ces pays, qui viennent notamment en France pour essayer de trouver une situation meilleure, mais qui, par voie de conséquence, gênent les riverains du fait de leur mode de vie et de leur mode d'implantation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut penser, les Roms, comme vous l'avez rappelé, viennent de Roumanie, viennent de Bulgarie, font partie de l'Europe. Du moment où elles font partie de l'Europe, elles ont les mêmes droits que les autres Européens, donc elles ont le droit de circuler. Première chose. Quand on dit que leur mode de vie est incompatible avec le mode de vie des Français, c'est leur faire un procès d'intention. Il faut savoir que ces personnes, elles vivent dans des bidonvilles, pas par choix. Elles préféraient être dans des logements. Et généralement, tout ça, c'est organisé par les municipalités, parce que pendant qu'on parle des Roms, on ne parle pas des autres problèmes. Donc, je peux vous citer par exemple l'exemple des Roms d'Aulnay. On a longtemps parlé des déchets qu'ils mettaient sur la RN2. Il faut savoir qu'il a fallu se battre en 6 mois pour avoir une benne à ordures, et que cette benne à ordures n'a été vidée qu'une seule fois. Elle débordait des Roms appelés la municipalité, que ce soit celle de Ségura ou celle de Béchiza par la suite. Pour qu'elle soit vidée, elle n'était pas vidée. Nous avons appelé également, personne ne les a vidées. Donc c'est bien que quelque chose... La saleté est organisée par la municipalité. Mais alors quelle collectivité, selon vous, doit prendre en charge, entre guillemets, le cas des Roms? Est-ce que ce serait les communes, plutôt, le département, la région, l'État, l'Europe? Comment... Alors il faut savoir, tout ça aussi c'est complètement absurde. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a des budgets énormes qui ont été débloqués pour les Roms. C'est en France, rien n'est utilisé de ces budgets. Cet argent attend.
d'or. En France, on mettrait à Aulnay en place une politique pour les Roms, pour les intégrer. On en prendrait, je ne vous demande pas de prendre les 400, hein, on en prendrait 50, on logerait parmi les Aulnaysiens, on leur permettrait de s'intégrer. Ça ne coûterait rien à la commune, ça ne coûterait rien au département, ça ne coûterait rien à la France. L'argent est là. C'est simplement une volonté politique. D'accord. Il faut penser qu'ils sont chassés de leur pays. S'ils n'arrivent pas à s'intégrer là-bas, il y a un énorme racisme envers les Roms. C'est pas, s'ils viennent là, c'est généralement... En règle générale, pour les immigrés, il ne faut jamais oublier que chacun d'entre nous, eux comme nous, ils sont faits comme nous, on préférait rester parmi les siens. On préfère rester dans sa famille, on préfère rester dans un pays dont on maîtrise la langue, dont on maîtrise l'organisation. Si jamais on s'exile, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Ou bien qu'on est extrêmement courageux et qu'on a envie de découvrir d'autres personnes. Mais ces personnes-là sont généralement d'une très très grande valeur, en fait, beaucoup plus courageux que la moyenne des autres personnes. Alors, venons-en maintenant à la question du logement. Vous parliez donc du logement des Roms, mais également le problème de logement que l'on voit à Aulnay-sous-Bois, mais également dans le département. Vous savez qu'à Aulnay-sous-Bois, il y a eu beaucoup de réticences, notamment dans le sud et le centre de la ville, pour construire des logements sociaux. Dans le département, on sait qu'il y a besoin, chaque année, enfin, un besoin global de 70 000 logements. La question est, combien de logements devrait accueillir Aulnay-sous-Bois? Alors, selon vous, ce serait plutôt 500, 1000, 2000, 3000? Et en fonction du nombre, comment allez-vous convaincre les riverains qui sont souvent focalisés sur leurs biens, hein, sur leurs propriétés, que leurs propriétés perdent de la valeur, comment allez-vous les convaincre de dire il faut des logements, il faut de la mixité, il faut savoir partager l'espace, entre guillemets, et oublier parfois un quartier totalement pavillonnaire qui, par la force des choses, va devoir se transformer en mix pavillonnaire et immeuble. Comment vous allez expliquer tout cela? Par l'intermédiaire, en impliquant vraiment les citoyens, en leur expliquant l'état de fait et en réfléchissant avec eux aux meilleurs moyens. Je crois que souvent, en impliquant les personnes, en leur expliquant, voilà, on part d'un état de fait, mais on dit, c'est avec vous qu'on va organiser ça. On va réfléchir à l'endroit où on peut placer cet immeuble. Quelle hauteur il doit avoir, quel recul par rapport à la voirie. Tout ce genre d'informations, c'est des choses qu'on peut non seulement négocier, mais également réfléchir ensemble. Et quand les personnes se sentent impliquées dans un projet, quand on entend leurs doléances, quand on essaye de les réparer, les choses se passent beaucoup mieux. Vous savez, les personnes cherchent également, ils ont toujours un voisin qui n'arrive pas à se loger, connaissent les problèmes. Tout le monde sait qu'en France actuellement on construit de moins en moins, et alors qu'on a de plus en plus besoin de logements pour les familles monoparentales, pour les jeunes qui s'installent. C'est une situation que tout le monde connaît. Simplement, on veut que notre environnement soit beau, soit sain, soit équilibré. Et ça, on peut le travailler ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui attisent les peurs? Ah oui, bien sûr, il y a des personnes qui jouent dessus. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les Roms, c'est ce qui se passe avec les immigrés, c'est ce qui se passe avec les religions, c'est ce qui se passe en tout. Parce que pendant qu'on parle des peurs, pendant qu'on parle des problèmes, de ces faux problèmes, on ne parle pas des vrais problèmes. Bien sûr, vous savez, il n'y a pas plus de délinquance maintenant qu'il y en avait il y avait 15 ans. Simplement le fait de parler systématiquement de la délinquance, ça permet de ne pas parler d'autres problèmes. On ne parle pas de l'éducation, on ne parle pas justement de l'urbanisme, on ne parle pas du budget, on ne parle pas de la crise, on parle de choses qui ne sont pas pires qu'avant. Alors, vous parliez des peurs et vous parliez également de ce sentiment de frustration qui pousse vers les extrêmes. On a eu une discussion pas plus tard que ce matin avec des représentants donc, du binôme socialiste qui justement explique que le fait qu'il y ait un binôme front de gauche écologiste en face d'eux pourrait éventuellement permettre au Front National, qui est un parti que certains qualifient d'extrême droite, qui pourrait éventuellement tirer les marrons du feu et se représenter tout seul face à l'UMP, détruisant ainsi la gauche et Aulnay-sous-Bois. Vous savez, ceux qui divisent, ce ne sont pas nous. Le Parti socialiste est actuellement au pouvoir depuis de nombreuses années, depuis 3
3 ans, à la mairie depuis beaucoup plus, et l'abstention ne cesse d'augmenter. Donc la vraie division, elle est là, elle est au niveau de l'abstention, elle est au niveau de tous ces citoyens qui ne votent plus parce qu'ils ne croient plus en la politique. Nous, on veut proposer une politique proche des gens, construite avec les gens et qui tient compte des gens, qui ne tient pas des appareils. Lorsque le PS vous parle de ça, il vous parle d'une guéguerre d'appareils. Nous, c'est pas ça. Nous, comme je vous le disais au début, on leur a proposé de nous rejoindre. Sur notre programme, bien sûr, sur un programme proche des citoyens, impliqués dans tous. Ils n'ont pas voulu. C'est pas, ils ne veulent pas travailler avec nous non plus. C'est simplement on a deux courants totalement différents. Et sur les marchés, comment ça se passe au niveau des gens? Est-ce que vous êtes bien accueillis ou est-ce que le courant passe mal avec les habitants? Non, généralement on est assez bien accueillis. Il y a des grandes discussions, les personnes sont vraiment contentes qu'on monte cette alternative à gauche, ils sont vraiment en attente. Les personnes qui veulent encore croire à la politique, qui veulent encore croire en des choses, nous accueillent bien. Après, il y a toutes les personnes qui ne croient plus en la politique. Et ça, c'est le gros problème. Ça, il faut vraiment qu'on arrive à les mobiliser, à leur montrer que les choses sont encore possibles et que de toute façon, c'est là que ça se passe. C'est là que les décisions sont prises et donc c'est là qu'il faut agir. Alors, un point sur un dossier bouillant qui touche le département, c'est Europa City. Donc on sait qu'un grand centre commercial, un grand centre d'affaires devrait voir le jour sur la padoie de Gonesse, située à quelques kilomètres du centre commercial au Paris Nord. Alors il y a deux approches. Une qui consiste à dire non, parce que les commerces, notamment les commerces olésiens, pourraient être impactés et Aulnay-sous-Bois, comme les villes alentours, pourraient devenir des villes dortoirs. Et de l'autre, c'est non pas protéger le commerce, mais plutôt protéger les terres agricoles. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, les terres agricoles sont des terres assez fertiles, sur lesquelles on peut encore cultiver pas mal de choses. Vous, c'est quoi? Quel est votre l'enjeu majeur de ce dossier? C'est défendre les terres agricoles ou défendre le commerce de proximité? Alors, l'enjeu majeur pour moi est le commerce de proximité. Mais ceci dit, détruire des terres fertiles, c'est aussi pas une bonne chose. De toute façon, c'est de faire des choses qui servent à rien. C'est des grands projets inutiles. Et c'est des choses, en plus, investir de l'argent public, parce que la gare qui va être construite exprès pour Europa City, c'est l'État qui va la financer. C'est complètement absurde. C'est de faire des choses qui coûtent de l'argent, qui détruisent des commerces, qui détruisent des terres, et une fois qu'elles seront bétonnées, dont on pourra plus servir pour cultiver et pour construire des sites. Donc c'est une absurdité totale pour tout. Certains sécono-dionysiens se plaignent par exemple de devoir prendre les transports parfois vétustes pour se rendre vers des pôles d'emploi tels que la Défense, donc avec tout le trafic, que ce soit au niveau automobile ou transport en commun justement. Est-ce que vous pensez que la Seine-Saint-Denis n'aurait pas besoin d'une sorte de la Défense, là où il y aurait beaucoup plus d'emplois et qui éviterait aux séquagno-dionysiens de prendre des transports et de perdre une heure pour atteindre leur lieu de travail? Oui, enfin c'est pas simplement pour une question de transport, c'est pour une question de vitalité économique et du fait effectivement qu'il vaut mieux avoir des emplois près de chez soi et il vaut mieux panacher le territoire, tout à fait, oui. C'est pour ça en fait que bon, maintenant on a le pôle de Saint-Denis, la plaine de Saint-Denis qui commence à avoir un bon essor, et c'est ce que j'aurais souhaité qu'on fasse également pour le PSA. J'ai pas l'impression que ça en prenne trop le chemin, mais on aurait pu en faire un véritable pôle de connaissances avec des industries de pointe. C'est ce qui avait été proposé par VME, hein. C'est de monter vraiment quelque chose sur l'aéronautique, sur les énergies renouvelables, qui étaient vraiment en lien un peu plus avec les connaissances qui étaient développées dans PSA. Alors justement sur PSA, bon, on voit qu'il y a de la logistique, mais c'est de la logistique camion qui s'installe. Il y aura une parcelle de PSA qui devrait être transformée pour faire du logement. On a une voie ferrée qui n'est plus utilisée, qui pourrait éventuellement éviter l'afflux de camions à cet endroit, donc en utilisant cette voie ferrée qui va jusqu'à Paris Nord 2 d'ailleurs. Est-ce que vous regrettez en fait le choix qui a été pris de s'appuyer que sur de la logistique routière, sur du logement,
et au lieu d'essayer de réimplanter une industrie qui aurait pu redynamiser le ferroviaire. Oui, de haute pointe, de pointeur en fait. Oui, je regrette qu'il n'y ait pas quelque chose de pointe. Mais ça, c'est pas le département, c'est la ville. Si vous voulez, je dis rendez-vous dans 4 ans. Mais oui, oui, je regrette, oui, tout à fait. Enfin, tout n'est pas fait, mais j'ai peur que ça en prenne une mauvaise direction, effectivement, et qu'on a un vrai potentiel qu'il faut utiliser et qu'on n'utilisera pas à bon escient. Je le crains, en fait. Et vous pensez qu'on a pris, on va dire, la solution de facilité? Oui, qu'on n'a pas cherché, en fait, qu'on n'a pas eu un projet d'ensemble, surtout, je trouve. J'ai vraiment ce sentiment-là, qu'on n'en a pas profité pour monter vraiment un pôle technologique. Alors, dans 4 ans, si tout se passe bien, voire un peu plus loin, on devrait fusionner, la Seine-Saint-Denis devrait fusionner avec ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le département disparaisse pour se fusionner avec Paris et les Hauts-de-Seine? Alors, moi au départ, je ne suis pas pour défendre chaque segment, mais c'est vrai que le Grand Paris, c'est vraiment quelque chose d'immense. C'est vraiment, c'est tellement grand, qu'on peut se demander, alors est-ce que ça doit être les collectivités de communes, est-ce que ça doit être le département, ça je ne sais pas trop, mais de fait, je crois qu'il faut des échelons intermédiaires. Je crois que le Grand Paris, c'est trop grand. C'est trop. On n'a pas les mêmes besoins actuellement qu'au sud de Paris. On n'est pas dans la même situation économique, on n'est pas dans la même situation de logement. Et même si le Grand Paris va peut-être permettre un rééquilibrage, il faut quand même, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là, qui connaissent la situation du terrain et qui travaillent pour le terrain qui existe. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une nouvelle gare à Aulnay-sous-Bois qui est issue donc, de la Société du Grand Paris cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez du tracé? Vous êtes plutôt favorable à ce tracé ou vous pensez qu'on aurait pu le tracer différemment? Écoutez, je ne suis pas une experte dans ce domaine. Je pense qu'effectivement faire une grande couronne, c'est une bonne solution. Alors le tracé exact, là, donc on relie, je ne vous en parlerai pas parce que c'est pas... On reliait Clichy-sous-Bois, les sous-Bois et tout ça. Clichy-sur-Bois, c'est une zone qui manque de transport en commun, donc il y avait besoin de quelque chose. Effectivement, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, autre axe, alors même si ça ne concerne qu'en partie le département, puisqu'on est quand même sur... alors, le nom s'appelle la Route Nationale 2, mais c'est le département qui la gère aujourd'hui. Cela a été transformé en boulevard urbain issu donc du plan de rénovation urbaine de 2004-2005. Il y a eu donc au départ une tentative de désenclaver. Ensuite, il y a eu l'ajout de logements massifs. Il y a eu également donc des projets, donc des projets sur cet axe urbain. Est-ce que vous pensez que cet espace a été mis en valeur? Ou au contraire, vous auriez souhaité voir d'autres types d'activités sur ce boulevard? Non, je crois que dans l'ensemble, il faut reconnaître ça à la municipalité, à l'État qui a travaillé en commun, enfin à tout ce projet. Je crois que dans l'ensemble, enfin en tout cas moi je ne regrette pas, il y a les commerces un peu, alors je ne suis pas au courant de tout ce qui va se passer, comment ça va être, comment le galion va être remplacé, je ne sais pas, je ne sais pas si jamais il va y avoir les commerces qu'il faut là-bas, mais autrement, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt réussi. Mais bon, voilà, avec ce bémol éventuellement pour les commerces. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, quelque chose à signifier à nos lecteurs par rapport à votre programme ou par rapport à votre vision du territoire d'Aulnay-sous-Bois? Alors, en fait, pour moi, la raison pour laquelle je me suis présentée en tant que remplaçante sur cette liste, c'est vraiment parce que je voulais une liste des personnes qui étaient proches des citoyens, qui défendaient les citoyens, qui sortaient de ces schémas où on défend, où on est fataliste, où en fait on pense qu'on ne peut plus rien faire parce que c'est la crise, parce qu'on n'a pas l'argent. Je pense fondamentalement que l'argent est là, que c'est juste une question de projets proches des personnes. On peut faire énormément sans argent, et d'autre part l'argent existe, il suffit juste de le redistribuer. C'est ça, essentiellement. Donc c'est valable pour le département. Le département est riche, il est un des plus jeunes de France, il a une mixité incroyable, et la mixité c'est une richesse. Il
de la mettre en valeur, il suffit que ce ne soit pas la guerre. Et on peut faire énormément de choses avec elle. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la Seine-Saint-Denis doit croire en elle, elle a un potentiel. Magali Ozio, merci. Merci à vous.